Je ressens une perturbation dans mes analyses vidéo. Ouais, l'armure pour la poitrine. Quelqu'un a encore dit quelque chose de vraiment stupide, n'est-ce pas? Bonjour, je suis Shadiversity et oui, je porte ma brigandine en métal dans cette vidéo pour des raisons qui deviendront évidentes au fur et à mesure que nous avancerons. Et mes réseaux sociaux ont été plutôt actifs dernièrement avec des gens qui m'ont tagué. Et aussi à certaines vidéos en réponse à certains commentaires qui ont été faits en ligne. Et en effet, oui, il y a de l'indignation parce que dans la série Mandalorian de Disney+, il y a une Mandalorienne qui a l'audace d'avoir une armure adaptée à son anatomie physique. En effet, une armure pour la poitrine. En fait, c'est plutôt encourageant et très flatteur que tant de personnes aient partagé mes vidéos en réponse à cela, parce que ces vidéos ont vraiment bien marché. Il s'avère que beaucoup de gens sont convaincus par les arguments et les preuves que j'y présente. Et attention, spoiler, oui. Les armures historiques ont été conçues pour mettre en valeur certaines caractéristiques anatomiques ainsi que des styles de mode, parfois au détriment de leur fonctionnalité. De plus, l'armure à poitrine, replacée dans son contexte, n'est en réalité pas aussi dangereuse ou préjudiciable, en fait pas du tout, pour les femmes qui la portent, si elle est bien conçue. Mais si vous voulez une analyse détaillée, regardez ces vidéos, d'accord? Elles abordent ce sujet. Donc, ne vous contentez pas de dire « tu as tort, c'est faux » et de partir. Non, 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 écoutez mes arguments, d'accord? Regardez ces vidéos, elles font du bon travail. Quel est alors l'intérêt de cette vidéo? Eh bien, il y a des arguments supplémentaires que certaines personnes ont avancés après avoir regardé ces vidéos. C'est aussi une bonne occasion d'analyser l'armure de cette Mandalorienne. Dans le contexte de Star Wars, plusieurs éléments sont à considérer, car la comparaison avec l'armure médiévale n'est pas parfaite. Il y a aussi des points intéressants à ce sujet. Certains, même après mes 2 vidéos, affirment que l'armure avec des formes de poitrine nuit à celles qui la portent. Je ne parle pas de celles qui ont juste une bosse mettant en valeur la poitrine, car c'est évident. Il y a une bosse sur les armures médiévales historiques. Si vous relevez simplement cette bosse, c'est essentiellement équivalent. Et vous dites « Ah, mais cela pourrait diriger les coups d'épée vers la gorge plus que si la bosse était plus basse. » Non, c'est le rôle d'une gorgerette. Protéger le cou, donc pas de souci. J'ai vu des gens partager l'expérience d'une femme portant une armure à bonnet, et sans prendre en compte, bien sûr, que si une telle armure existait, elle devrait être bien fabriquée pour remplir correctement sa fonction. D'accord, si une armure mettait en avant la poitrine avec une cavité interne descendant très bas, donc au point où cela appuierait réellement sur la poitrine de quelqu'un, ce serait vraiment très inconfortable. D'accord, même ma brigandine ici, c'est une pièce d'armure très ajustée, qui épouse bien la forme du corps, et ça la rend vraiment belle. Je pense que c'est parce qu'elle me fait paraître plus mince que je ne le suis en réalité, parce qu'elle est très moulante. Mais même si elle est aussi ajustée sur les côtés, la partie du torse est quand même surélevée d'environ 2 cm par rapport à la poitrine. Ça ne touche pas, et c'est important, d'accord? Parce que cela montre aussi que si l'armure avait été adaptée pour avoir 2 espaces sur les côtés pour la poitrine, la partie centrale entre les cavités, le décolleté en fait, n'a pas besoin de descendre aussi bas que les côtés. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, mais les gens l'ignorent. Je réinsiste, la partie centrale peut rester à mi-hauteur de la poitrine sans pression vers le bas. Si les côtés appuient, tout impact sur la poitrine sera absorbé, car c'est ainsi. Si je frappe ici, la pression se ressent là, rien ici. Parce que la partie réelle de la poitrine de cette brigandine ne touche pas la poitrine. Ce serait pareil si vous aviez conçu une armure adaptée à la poitrine d'une femme, d'accord? Si un impact se produisait sur le point central et que ce point central ne touchait toujours pas la poitrine, même s'il est creusé pour présenter la forme. Mais si ça ne touchait pas et qu'un impact se produisait ici, toute la partie de la poitrine se comprimerait et les côtés absorberaient le choc sur la poitrine. Et vous ne sentiriez rien sur le sternum. Et donc, les personnes qui avancent ces arguments, et certains prétendent être assez informés sur le sujet, passent à côté de réponses très évidentes. Je pense que c'est peut-être à cause du biais de confirmation. Ils cherchent toujours pourquoi cela ne doit pas fonctionner, sans vraiment examiner comment cela pourrait marcher. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que si votre intention était de trouver de l'or et que vous alliez chercher partout où il n'y en a pas, évidemment, vous n'allez pas en trouver, n'est-ce pas?
Au lieu de chercher pourquoi cela ne fonctionne pas, cherchez toutes les façons dont cela pourrait marcher et vérifier si elles sont valides. Très bien, donc c'est la première chose. L'autre chose à propos de tout cet argument de brigandine, il y a quelque chose qui honnêtement détruit vraiment cet argument. La poitrine nuit à l'armure en créant un effet d'entonnoir. J'ai déjà donné beaucoup d'arguments dans mes vidéos précédentes, alors regardez celle-ci pour éviter les répétitions. Pourtant, certains ont affirmé malgré mes arguments que cela nuirait à la structure de l'armure, ce que je trouve intéressant. Parce que cela part du principe que chaque type d'armure efficace doit avoir une structure rigide et ne doit pas se comprimer. Ouais, qu'est-ce que je porte? Une brigandine? Quelle structure une brigandine a-t-elle? Celle-ci est faite de plaques segmentées. D'accord, il n'y a aucune structure, elle peut se comprimer assez facilement. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines zones où elle disperse les impacts, comme la poitrine, donc elle les répartit sur les côtés. Les plaques de poitrine sont généralement plus grandes, mais il n'y a aucune structure pour maintenir leur forme. D'accord, si je retirais ça, ça deviendrait plat, mais la brigandine est essentielle, comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur son histoire. Je vous conseille de regarder ceci pour en savoir plus sur la brigandine, une armure métallique contemporaine de l'armure de plate. Les gens préféraient souvent la brigandine à l'armure de plate. D'accord, elle avait certains avantages qu'ils préféraient à l'armure de plate. Ce choix concernait aussi bien les pauvres que les riches. La noblesse choisissait souvent la brigandine, d'accord. Et la brigandine n'a pas de structure propre, d'accord. Donc, si vous pensez que les seins ou quelque chose comme ça vont soit canaliser un coup vers le sternum, d'accord, et mettre toute la pression à cet endroit, soit affaiblir la structure solide de la cuirasse, encore une fois, cela oublie que des armures contemporaines à la plate, très répandues, n'ont aucune structure essentielle. Bref. Je veux dire un coup au centre de cette brigandine, un coup direct et solide, d'accord? Y a-t-il une bosse sur cette brigandine? Regardez à quel point elle épouse la forme du corps. Y a-t-il une bosse, d'accord? Beaucoup de gens dans la partie contre-argument disent que l'armure est censée avoir une bosse, simplement parce que les armures en avaient une et que c'était une caractéristique bénéfique. Ils supposent là que s'il existe certains types d'armures qui n'ont pas la bosse pour aider à dévier les coups, cela va être complètement ruiné parce que les bonnets de poitrine dévieraient les coups vers le centre et non sur le côté. D'accord. Et j'ai déjà mentionné que si cela dévie quelque chose vers le centre, la première déviation absorbera la majeure partie de l'énergie. L'impact au centre sera bien moins fort. Mais de nombreuses armures historiques ne présentent ni bosse ni déviation. Donc, si un coup arrive ici ou ici ou ici, il ne sera pas dévié. Et avec la brigandine, comme il y a du tissu à la surface, la pointe va en fait s'accrocher au tissu et il y a encore moins de chances que ça dévie. Surtout à cause des plaques segmentées et tout ça. Quand un coup frappe sur le côté, il reste généralement là, sauf si c'est vraiment sur le côté ou similaire. Et toute cette force va être encaissée. Donc, personne ne portait de brigandine comme conséquence naturelle de ce problème. Non, beaucoup de gens en portaient car c'était très efficace. Donc j'espère vraiment qu'il ne reste aucune trace d'un argument disant ça, tu vois. Des formes de seins sur une cuirasse en métal canalisaient les coups vers l'intérieur et ne pouvaient pas les dévier correctement. Ce serait horrible, simplement non, ce serait aussi efficace, peut-être pas, mais assez efficace. Et on peut voir des équivalents dans des armures qui ne déviaient pas les coups et qui étaient pourtant suffisamment efficaces pour être portées très visiblement. Oui, tu vois, je t'avais dit que cette brigandine serait importante dans cette vidéo, car on passe maintenant au prochain type d'argument sur l'armure de poitrine. Et je l'ai pleinement admis dans ma première vidéo, donc il est important que tu comprennes ce que je vais dire dans son contexte. Beaucoup de cuirasses médiévales avaient effectivement cette bosse, mais la brigandine est un exemple parfait d'un type d'armure. Épouse davantage la forme du corps et n'a quasiment pas de bosse. J'ai déjà dit que la partie centrale est peut-être à cette distance de ma poitrine, mais globalement c'est très serré. Maintenant, en ce qui concerne les types d'armures qui ont généralement cette bosse, comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, elles peuvent généralement s'adapter à l'anatomie féminine tout aussi bien, et elles n'ont pas besoin d'être fabriquées spécifiquement pour une forme féminine. Cela signifie-t-il alors que l'armure féminine n'existera jamais? Non, comme je le dis dans ma vidéo, les gens aiment que l'armure reflète la mode et l'anatomie, voire leur virilité. Et si les femmes avaient été suffisamment présentes en tant que guerrières dans l'histoire, comme je l'ai mentionné dans la première vidéo, des armures auraient fini par être fabriquées, pour montrer ou mettre en valeur les parties de l'anatomie féminine jugées attirantes par la culture de l'époque. Les gens reprennent cet argument, que j'ai aussi évoqué dans ma première vidéo, puis vont plus loin en disant
Les armures avec des bosses sur la poitrine offrent assez d'espace pour l'anatomie féminine, donc aucune ne serait conçue de cette façon. Ensuite, pour dégager davantage d'espace intérieur et ainsi accueillir l'anatomie féminine. Et cela semble négliger quelque chose de très important. Honnêtement, j'aurais aimé en parler dans mes vidéos précédentes, mais j'ai l'occasion de le faire maintenant. Donc c'est une bonne chose de faire un suivi, c'est que les seins ne sont pas tous de la même taille, d'accord? Et je sais, c'est choquant. Donc mon point ici, c'est qu'une armure qui a une cavité entre votre vraie poitrine et la surface de l'armure elle-même peut accueillir la poitrine d'une femme. La plupart du temps, à moins qu'elle n'ait une poitrine particulièrement généreuse, et oui, beaucoup de femmes ont une forte poitrine dans le monde, mais pas toutes. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais il y en a assez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait plein de commentaires sous mes vidéos disant « Oui, et qu'en est-il des femmes à la poitrine vraiment généreuse ?» de la part de femmes qui ont une forte poitrine. Elles disaient qu'elles pourraient pas porter une armure d'homme ainsi. Et donc, c'est en fait une précision vraiment importante à mentionner, l'armure médiévale faite pour les hommes ne pourrait pas convenir aux femmes à forte poitrine. Bon point. Que vont-elles faire? Oui, elles devront vraiment s'étouffer, se comprimer à l'intérieur. Ou si elles étaient des guerrières compétentes qui avaient l'argent pour se faire fabriquer une armure sur mesure. Fabriquerait-elle une armure avec plus d'espace ici? Je trouve cela tout à fait logique. Maintenant, certaines personnes disent que ce serait trop difficile à fabriquer. Tu trouves que c'était trop dur à fabriquer, mais ça a été fait quand même. Tu sais, certaines parties et éléments d'armure sont très difficiles à fabriquer, avec des formes complexes et sophistiquées. Est-ce que ça les a empêchés de le fabriquer? Non, ils étaient vraiment doués pour ça. Et d'ailleurs, marteler certaines zones au niveau de la poitrine et des choses comme ça ne veut pas dire que ce sera trop fin. S'ils commencent simplement avec cette zone particulièrement épaisse, et les maîtres artisans peuvent le faire, ils rendent absolument cette zone de la poitrine plus épaisse que les autres parties. Si l'inquiétude porte sur la vulnérabilité de cette partie de l'armure à l'enfoncement, etc., non, sauf si elle est 2 fois plus épaisse que le reste de l'armure. Les parties avant des cuirasses médiévales étaient souvent plus épaisses que les côtés, car c'était un point faible. Si cette zone risquait d'être touchée et que vous vouliez éviter l'enfoncement, ils épaississaient simplement l'armure. Ils le faisaient historiquement, donc ils pourraient le faire sur une armure adaptée à une poitrine féminine. Nous allons maintenant parler de l'armure mandalorienne, mais il est important de comprendre cela. Ces arguments supplémentaires que les gens ont avancés en réponse à mes 2 vidéos précédentes, parce que ce sont toujours des arguments que les gens utilisent. Et ils les avancent en réponse à la plausibilité de l'armure mandalorienne féminine. Et l'un des arguments que j'entends souvent, c'est d'accord? Si vous créez une armure féminine avec une poitrine en raison d'armure masculine aux formes sexuelles, il faudrait alors que chaque armure masculine ait aussi une forme de sexe masculin. Ce serait sexiste et injuste de valoriser l'anatomie féminine sans faire de même pour l'anatomie masculine, surtout vu le passé où seule l'anatomie masculine était mise en avant. C'est encore malhonnête, car cela omet la raison essentielle de l'existence de l'armure à forme masculine. Et c'était à cause du sens de la mode de l'époque. La braguette, d'accord, la braguette était un véritable accessoire de mode et il était considéré comme viril et à la mode d'en avoir une. Ce n'était ni modeste ni vulgaire, mais une vraie tendance mode. Et on voit que le sens de la mode s'adapte aussi à l'armure. On voit des volants reproduits en armure métallique pour représenter des tissus fluides, la mode de l'époque. Il faut comprendre que si vous êtes dans un univers fantastique ou de science-fiction, ou similaire, et votre armure va refléter un certain sens de la mode ou un style esthétique, ce sera le reflet direct du style esthétique qui existe dans ce monde ou à notre époque moderne. Donc, ma question serait alors, les braguettes sont-elles à la mode de nos jours? Est-ce qu'on voit beaucoup de gens en porter? Non, je vais dire non pour celle-là, d'accord? Donc, est-ce que ça aurait du sens d'avoir une armure censée refléter un sens de la mode moderne? L'armure fantastique et l'armure de science-fiction sont généralement conçues pour refléter une sensibilité moderne de la mode, pas une sensibilité passée. Avoir des braguettes sur leur armure aurait-il du sens? Bien sûr que non. Cependant, il existe des exceptions peu reconnues ou remarquées. Aujourd'hui, la forme masculine jugée la plus attirante et tendance est souvent celle avec des épaules larges. D'accord, le physique de culturiste, et on voit que ce style esthétique est transféré dans les armures fantastiques pour refléter notre sens de la mode moderne. Certaines caractéristiques de la silhouette féminine actuelle sont jugées attirantes.
Et ce sont ces éléments qui sont généralement transférés sur les armures féminines de fantasy ou de science-fiction. Et ce n'est pas quelque chose de bizarre. En observant les armures historiques, on distingue la mode et l'esthétique de leur époque. Il était considéré comme très à la mode pour les hommes d'avoir une taille de guêpe. Pas le genre de taille musclée et tonique, avec des côtés droits, vous voyez, sur la taille. Non, dans le sens médiéval, c'était plutôt une taille très pincée comme ça, et les épaules larges n'étaient pas vraiment importantes. Il n'est donc pas faux de dire que les armures modernes de fantasy ou de science-fiction protègent la poitrine féminine, mais pas le sexe masculin. Parce que regardez l'armure mandalorienne masculine. Est-ce qu'elle met en valeur le torse musclé d'un homme? Oui, bien sûr que oui. En fait, c'est tout à fait équivalent dans la représentation de l'anatomie masculine par rapport à la féminine, tout comme l'armure à seins mandalorienne. Et d'ailleurs, l'armure à seins des femmes mandaloriennes est très subtile, ce n'est pas du tout extrême. Et donc, que des gens puissent s'indigner de quelque chose d'aussi fonctionnel et ajusté, c'est stupéfiant. Oh, honnêtement, ce sont juste des gens qui cherchent l'attention, selon moi. Passons maintenant à l'armure mandalorienne féminine. Et comme je l'ai déjà mentionné, en la regardant, elle semble vraiment fonctionnelle et honnêtement subtile dans la façon dont elle souligne l'anatomie féminine. Ce n'est pas extrême. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent autant. Mais il y a un point important à considérer concernant l'armure mandalorienne en général, c'est que l'armure mandalorienne n'est pas une armure historique. D'accord? Elle n'est pas conçue pour dévier les coups, elle n'a pas de renflement. En fait, elle est très moulante. Nous avons une comparaison directe avec l'armure médiévale qui est très moulante. J'en porte une actuellement. D'accord, c'est une armure très moulante. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant avec une armure moulante? J'ai mentionné cela à propos des armures qui ont une cavité et une bosse. Elles ne pourraient toujours pas convenir à des femmes particulièrement fortes de poitrine, et il faudrait prévoir un meilleur ajustement pour l'anatomie féminine à cet égard. Mais cette idée est presque une nécessité avec une armure moulante comme une brigandine, d'accord? Maintenant, si une femme a même une poitrine moyenne, pas forcément forte, d'accord, porter quelque chose d'aussi serré que ça va être plutôt inconfortable. Non, je ne dis pas cela seulement en tant qu'ignorant, mais je reprends aussi les commentaires de femmes sous mes vidéos à ce sujet. Selon leur taille, même avec une taille moyenne ou plus, porter un vêtement qui comprime autant la poitrine pour y entrer. Une brigandine bien ajustée est très inconfortable. Donc, si une femme d'au moins taille moyenne, voire plus grande, essayait de porter une armure médiévale plus ajustée comme une brigandine, je dirais qu'il serait très bénéfique d'avoir un peu plus d'espace dans la partie supérieure pour que ce ne soit pas aussi inconfortable et contraignant à cet endroit-là. Et ce point s'applique directement au style d'armure mandalorienne car elle est très ajustée. Je ne sais même pas si un espace aura vraiment lieu. Tu te rappelles, j'ai un petit espace ici entre la poitrine et l'armure, à peine 2 cm. Je ne sais même pas si l'armure mandalorienne a ça. Donc, il va falloir beaucoup comprimer, serrer et aplatir pour qu'une femme, même de taille moyenne, puisse rentrer dans la cuirasse mandalorienne, sans parler d'une femme qui a vraiment une forte poitrine. Parce que la courage, hein? Il y a même un besoin encore plus grand d'une armure aussi ajustée pour s'adapter à l'anatomie féminine. Oui, les seins, ce n'est ni sexiste, ni impraticable, c'est même assez pratique, ce qui surprend. Et avec l'armure mandalorienne féminine en particulier, on ne voit pas 2 formes de seins bien définies dessus. En fait, c'est une bosse centrale et uniforme, ce qui est plus pratique. Et regarde, ce n'est pas une bosse parfaite sur la poitrine. Il y a une toute petite indentation pour un peu souligner les 2 côtés, non? Mais, comme je l'ai dit, c'est vraiment subtil. Ce n'est pas extrême. Ça définit très clairement la forme. Et honnêtement, je vais juste risquer une supposition ici. C'est bien plus confortable que si tu sais. Elle portait l'armure masculine mandalorienne. Maintenant, est-ce que l'armure mandalorienne pourrait être un peu améliorée? Donc, il y avait en fait un certain espace entre la surface de l'armure et leur véritable poitrine. Même si la brigandine a ce petit espace, c'est possible. Mais on a vu que l'armure n'est pas uniquement en métal. Il existe un aspect technologique, comme montré avec le Mandalorien en saison 1. Lorsqu'il tente vraiment de la réparer, nous ignorons ce qu'est ce composant technologique. J'aimerais qu'il nous l'explique. Et si quelqu'un de l'équipe Star Wars regarde ceci, j'ai une grande recommandation concernant le type de technologie que cela devrait être. Amortissement inertiel. Il est implicite que les vaisseaux de Star Wars disposent d'un tel système, car ils peuvent accélérer et ralentir très vite. Sans une technologie d'amortissement inertiel, les personnes dans ces vaisseaux seraient écrasées. Maintenant, si vous pouviez appliquer cette technologie à une armure, cela aurait des impacts et des résultats incroyables.
Au point où vous pourriez peut-être vous faire percuter par un rhinocéros géant sans que vos organes internes ne se transforment en gelée. Tomber d'une très grande chose à roulette. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ou peut-être vous faire arracher le bras par un chasseur Twin Ion Engine en y étant accroché. Un champ d'amortissement inertiel dans une telle armure expliquerait bien des choses et la rendrait très cool. Cela signifierait que les Mandaloriens pourraient survivre à des impacts très violents. Si elle est réellement capable d'absorber l'inertie de cette manière, ce serait génial. Et parce que si elle possède cette technologie, alors avoir une armure spécialement conçue pour disperser la force uniformément sur le corps. Ainsi, si un objet frappe le centre, il est dévié sur les côtés de l'armure plutôt que sur le sternum. Il n'y aurait fondamentalement aucune nécessité pour cela, puisque la technologie le fait déjà, de toute façon. Ainsi, vous auriez le bon métal, l'alliage idéal pour se protéger de la haute énergie. Des éléments concrets, comme les tirs de blaster. Et ça aurait beaucoup de sens, tout serait cohérent et cool, et ça s'intégrerait parfaitement dans l'univers et tout ça. Voilà donc. Est-ce qu'il y a d'autres arguments que j'aurais oubliés? Essayez de condamner, vous savez, les armures féminines avec des seins d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, même si j'en ai oublié. Ce que cela signifie généralement, c'est que le résultat de ces arguments, s'ils ont une quelconque validité, c'est simplement que ce design est légèrement moins efficace que d'autres types d'armures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils semblent oublier qu'historiquement, il existait d'autres types d'armures qui n'avaient pas certains avantages que d'autres armures possédaient, mais les gens les portaient quand même parce qu'elles étaient toujours vraiment efficaces. Et donc, les gens pensent que s'ils trouvent un argument logique qui dit d'une certaine manière que cette armure n'est pas aussi efficace qu'une autre, eh bien, cela signifie que personne ne la porterait. Parce que, clairement, personne dans l'histoire n'a porté d'armure qui aurait pu être légèrement moins efficace que d'autres armures, mais qui offrait d'autres avantages et d'autres choses. L'un de ces avantages étant la mode. Oui, ça n'a jamais été fait historiquement. Bien sûr que non.